Bonsoir, bienvenue à la soirée dans le cadre du colloque, à la table ronde plutôt, dans le colloque de la dotation Carnegie pour la paix internationale. Nous sommes à la maison Heinrich Heine et je vous adresse toutes les salutations de la maison Heinrich Heine en tant que directrice. Nous sommes très heureux d'accueillir ce colloque international ici dans notre maison, qui est située, comme vous savez, dans l'enceinte de la cité universitaire, qui elle-même est déjà une réponse aussi à la Première Guerre mondiale. Et je pense que ce colloque trouve tout son sens aussi d'avoir trouvé son lieu, d'être abrité pendant ces 2 jours chez nous. Et ça, c'était tout de suite aussi, disons, l'entente qu'on a trouvée avec les organisateurs quand on a commencé à préparer ce colloque. Et vraiment, j'ai été impressionnée par le sens du détail et vraiment cette longue phase d'organisation avec Madame Akuntlange, et le professeur Guien, qui est dans le public, et Monsieur Chapoutot aussi. Je pense que c'était une préparation très fructueuse aussi, par laquelle on avait aussi, ici à la maison Heinrich Heine, pour nous, en tout cas, notre valeur, plus-value de ce colloque, c'est d'apprendre beaucoup plus sur la philanthropie de ces instruments comme la dotation Carnegie et d'autres, Rockefeller Foundation également, pour savoir quel était le but, quel était vraiment à la fin de la Première Guerre mondiale, quel était le sens de cette orientation qui s'est adressée vers l'Europe, ce qui n'était pas tout à fait, en tout cas pour moi, qui n'est pas spécialiste, pas quelque chose qui se comprenait très facilement, parce que d'un côté, la philanthropie, ça c'est déjà une action très développée aux États-Unis, qui n'a jamais encore, je pense, trouvé cette ampleur en Europe. Mais d'autre part aussi, à ce moment précis, l'intérêt de la Carnegie Dotation pour l'Europe, et ce qui m'a, moi, en tant qu'Allemande et directrice de cette maison, m'intéressait davantage, c'était encore le lien avec la France et l'Allemagne. Et je pense demain matin, on aura, avec votre communication, Monsieur Guien, on aura justement l'occasion de savoir beaucoup plus sur ce lien qui nous intéresse, disons, particulièrement dans le cadre de ce colloque. Est-ce que c'était uniquement une question de philanthropie ou est-ce que cette idée de paix internationale était aussi liée à une nouvelle forme déjà développée de soft power qu'on connaît beaucoup plus peut-être encore aujourd'hui, mais qui était, je pense, assez innovant dans cette période-là. Et c'était aussi, je pense, quand même aussi un moyen d'influencer l'opinion publique en Europe, en France, en Allemagne, etc., de cet esprit esprit Carnegie. Tout ça, c'est très intéressant. Je pense pour nous, on n'en sait pas beaucoup. Je pense que c'est l'occasion unique que nous avons à travers ce colloque, à travers cette table ronde qui devait être aussi adressée à un public plus large, d'apprendre beaucoup plus sur le rôle et aussi l'efficacité, je pense, peut-être, de cette Carnegie Dotation et de son rôle dans la période d'après-guerre. En tout cas, nous sommes heureux de vous accueillir ici, le colloque. Je n'ai pas pu venir cet après-midi. Malheureusement, demain, j'assisterai à quelques conférences, ça c'est sûr. Et en tout cas, je sais que c'est une soirée très intéressante, un débat intéressant qui nous attend. Et je passe la parole à Nadine Akuntlange. Je vous remercie pour votre accueil. Comme tous les participants ici, nous remercions l'accueil de la maison Heine et il est évident que nos conversations pour préparer cette conférence ont été extrêmement facilitées par toute votre équipe et l'amabilité de votre accueil. Donc, avant de commencer le débat, je voudrais présenter nos intervenants rapidement.
Je souligne, mais on l'a déjà dit cet après-midi, qu'il s'agit donc d'une première, puisque l'histoire de cette organisation philanthropique américaine et internationale n'a encore jamais fait l'objet d'une conférence. Donc, encore une fois, j'insiste sur ce côté, c'est une première, c'est un événement. Donc, nous avons le plaisir de réunir à cette table pour présenter, pour débattre de la dotation Carnegie, le professeur Jay Winter de l'Université de Yale. Je pense que nous ne pouvons, il n'y a pas grand-chose à ajouter, sauf de souligner son rôle dans l'organisation du centenaire de la Première Guerre mondiale sur les deux rives de l'Atlantique. Ludovic Tournes de l'Université de Genève est un spécialiste de la philanthropie et des grandes fondations américaines. Son dernier livre, Les États-Unis et la Société des Nations, va être prochainement traduit en anglais. Andrew Barros, de l'Université du Québec à Montréal, est aussi un historien des relations internationales et spécialiste de plusieurs dirigeants Carnegie et surtout de leurs relations avec l'administration gouvernementale américaine. Enfin, Johan Chapoutot, de Sorbonne Université, qui est donc un familier de la maison Heide, dont les travaux sur l'Allemagne d'Hitler nous invitent ici et ce soir à rééquilibrer, je dirais, notre regard sur la période de l'entre-guerres et à souligner toute la force du rejet qu'inspire l'internationalisme libéral à l'époque. Et ces deux derniers livres, La révolution culturelle nazie et La loi du sang, abordent notamment les relations internationales. Donc avant de commencer ce débat, j'aimerais un petit peu visualiser ce dont nous avons déjà parlé cet après-midi, à savoir qu'est-ce que la dotation Carnegie. Donc la dotation Carnegie est une organisation internationale qui a joué un rôle considérable, méconnu et certainement sous-étudié dans l'histoire du mouvement de la paix avant 1914, comme dans la mise en place du nouveau système de relations internationales qui apparaît après 1918. Johan, je peux te demander, voilà. Créée en 1910, après un siècle d'existence, donc, cette organisation est toujours très active. Et ici, je tiens un peu à faire le lien avec la dotation aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un groupe de réflexion, un laboratoire d'idées, ce qu'on appelle un think tank en anglais, un espace d'échange de concepts et surtout un réseau, qui était donc l'essence de cette organisation, un réseau qui s'étend donc au capital mondial donc, que vous pouvez voir maintenant. Soulignons également que le réseau Carnegie est extrêmement large, puisque aujourd'hui, 26 organisations ou institutions portent le nom de Carnegie. Pour ceux qui sont allés à New York, évidemment, Carnegie Hall est très connu, Carnegie Mellon University également, mais surtout et encore, on a déjà un petit peu parlé de ça cet après-midi, la Corporation Carnegie de New York, dont nous remercions évidemment le soutien de son président actuel, M. Wharton Gregorian. Je mentionne également le président actuel de la dotation, M. William Burns, parce qu'il est un ancien diplomate et comme nous allons le voir, beaucoup de dirigeants Carnegie sont en fait puisés parmi les diplomates. Voilà. Alors, fondée en 1910, la dotation Carnegie parachève en fait un ensemble de 5 institutions qui ont déjà été créées depuis 1896 et qui seront ensuite liées à la corporation Carnegie. La dotation, néanmoins, sera la seule parmi tout le réseau Carnegie à avoir une vocation internationale. Et c'est donc son intérêt. Quelques mots rapidement au sujet quand même de son fondateur, dont je soulignerai vraiment la longévité, puisque sa vie embrasse tout le XIXe siècle. Et il est en même temps l'incarnation du rêve américain, une trajectoire qu'on peut qualifier de fulgurante, depuis ces landes écossaises dont il est parti jusqu'aux plus hautes fonctions qu'il a occupées aux États-Unis. Une fortune donc faite au lendemain de la guerre civile, une guerre qui est importante dans la mouvance Carnegie, cette guerre civile dont en Europe on ne perçoit pas forcément les impacts et l'importance, mais une guerre qu'il a pleinement vécue parce qu'il avait 30 ans. Et bien sûr, vous le savez tous, il a fait sa fortune dans l'acier. Autre aspect qu'il faut savoir au sujet d'Andrew Carnegie, c'est son intérêt pour l'éducation, et particulièrement une éducation à l'âge adulte qui doit se poursuivre par la lecture. On a un petit peu évoqué les bibliothèques, je reviendrai dessus. Dernier volet, en 1901, donc
dans la deuxième partie de sa vie, Andrew Carnegie vend son empire, The Carnegie Steel Company, au groupe financier JP Morgan et consacre son immense fortune à la paix internationale. Vous avez donc en l'article 2 de la Fondation qui met en avant les objectifs principaux de la dotation, sur lequel je vais un petit peu m'étendre maintenant. Joanne, s'il te plaît, merci. Donc, la dotation Carnegie est organisée autour de 3 objectifs et de 3 divisions. Il y a une convergence entre les 3. Le concept. Quel est le concept? Le concept est de promouvoir une meilleure compréhension des enjeux internationaux par le dialogue et la négociation collective. L'acteur. L'acteur est le civil. C'est l'étude des causes et l'impact des guerres sur les populations civiles, ce qu'on appelait à l'époque le droit des gens. Et là, de ce point de vue-là, la dotation est tout à fait novatrice. Enfin, quel est l'outil pour promouvoir le concept de la paix internationale avec cet acteur qui est donc le civil? Eh bien, évidemment, c'est le droit international. Le droit international pour établir une paix organisée à travers le monde. Donc, pour réaliser ces 3 objectifs, la dotation est organisée suivant 3 divisions. Et petite parenthèse pour les archives, c'est évidemment les 3 classements d'archives que l'on retrouve. Droit international, économie et histoire, relations internationales et éducation. Dès le début, c'est pour ça que j'ai tenu à mettre les photos de l'entourage Carnegie, de Carnegie Men. Cette équipe Carnegie joue un rôle déterminant et même non seulement dans la création, mais dans son fonctionnement, jusqu'à prendre très rapidement également le pas sur Andrew Carnegie lui-même, puisqu'il meurt en 1919. Donc là, à ce moment-là, l'organisation est toute jeune, elle n'a même pas 10 ans. Donc, qui sont ces hommes? C'est un groupe restreint, une dizaine. Je reprends un peu ce que notre collègue Ludovic Tournès a dit cet après-midi. Des tenants du Parti républicain, cela a son importance, nés ou grandis au lendemain de la guerre civile. Encore une fois, c'est vraiment un background qu'il faut garder en tête. Ils sont juristes, avocats, universitaires, diplomates. De ce point de vue-là, M. Burns illustre parfaitement la tradition Carnegie. Et ils sont les produits de l'urbanisation et de l'industrialisation qui s'est accélérée après la fin de la guerre civile. Protestants, conservateurs, ils forment une élite de haut niveau qui joue un rôle de tout premier plan dans l'administration américaine avant la guerre. J'insiste beaucoup sur cet aspect d'avant la guerre et bien au-delà. Très rapidement, je les nomme. Elihu Root, l'avocat de Andrew Carnegie, mais ancien secrétaire d'État. C'est lui qui négocie le traité de Portsmouth après la guerre russo-japonaise. James Brown Scott, professeur de droit à Columbia et le premier secrétaire de la dotation. James Shotwell, qu'on a déjà beaucoup évoqué, professeur de relations internationales d'origine canadienne, je le rappelle, à Columbia. Et surtout, Nicolas Murray Butler, qui joue un rôle de tout premier plan en tant que président de l'Université de Columbia pendant plus de 40 ans, 1902-1945. Si Columbia est aujourd'hui ce qu'est cette Université de Columbia, c'est grâce à Nicolas Murray Butler. Un ami de Carnegie, instigateur dans la création de la dotation, président de sa 3e division, mais de fait, il domine l'ensemble de l'institution jusqu'en 1945. Pour la petite histoire, il avait une personnalité détestable, il était autoritaire, il était insupportable, mais c'est ce qu'on appelle une personnalité charismatique. Donc, ce que vous pouvez remarquer de ce que je viens de dire, c'est le lien immédiatement, qui est très important à souligner, entre la dotation Carnegie et l'Université de Columbia. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les archives, la totalité des archives de la dotation se trouvent à l'Université de Columbia, et elles ont été ouvertes à partir de 1953. Donc ces 3 divisions sont clairement définies comme leur nom l'indique. Néanmoins, pour préserver l'unité fondamentale de la dotation qui repose sur ce triple caractère unique, international, scientifique et éducatif, il fut décidé dès le début que les résultats des divisions de droit international et d'économie seraient diffusés par la division des relations internationales auprès de l'opinion publique. On n'a pas vraiment encore beaucoup parlé de l'opinion publique, mais l'opinion publique, donc en quelque sorte le civil dont j'ai déjà parlé, c'est l'objet
de la dotation Carnegie. Ce civil doit être éduqué, ce civil doit être informé grâce au travail de ces 3 divisions. Merci. En 1912, la 3e division est dotée d'un bureau européen, fait tout à fait exceptionnel pour l'époque, et dont fait que d'ailleurs notre collègue qui est ici ce soir, Katharina Ritzler, a souligné dans plusieurs de ses articles. Cette 3e division est dotée d'un bureau européen. C'est unique. C'est tout simplement unique. Aucune fondation américaine n'a un bureau à Paris. Et ce bureau est placé sous la direction de l'homme politique et le sénateur de la Sarthe, Paul Destournel de Constant, un diplomate qui d'ailleurs a commencé sa carrière dans les Balkans. Les locaux sont d'ailleurs situés rue Pierre-Curie et ensuite en 1923 au 173 boulevard Saint-Germain. Pour la petite histoire, aujourd'hui, ce bâtiment existe toujours et il abrite la marque Ralph Lauren. Et si vous y entrez, vous pouvez suivre sous le porche, il y a une plaque qui rend hommage à la dotation. Alors, rapidement, je voudrais mentionner 2 points, les caractères principaux de la dotation, et puis vous visualisez un petit peu les réalisations de la dotation Carnegie avec 5 ou 6 diapositives. Premier caractère essentiel, c'est un réseau. Voilà. C'est un réseau, et même encore après. Non, pardon, avant. Voilà. Bon, c'est un réseau qui repose sur des liens personnels, parfois anciens, notamment ceux, par exemple, qui existent entre Butler et Destournel de Constant, puisqu'ils commencent en 1901, ainsi que l'interdépendance entre le vivier que constitue la dotation et l'Université de Columbia. Non, en fait, il faut revenir en arrière. Pardon. Voilà, encore. Voilà. Non, encore, pardon. Voilà, merci. Un réseau, donc je reviens un peu sur les hommes de Carnegie et le réseau. Donc un réseau qui repose sur des liens personnels, un réseau transnational qui se concrétise donc par ce bureau européen qui était doté d'un très large comité consultatif. Pour vous donner une idée, en 1921, ce comité de 39 membres regroupait 17 nationalités, dont des poids lourds. Quand je vous dis des poids lourds de l'époque, je parle d'Edouard Beneš, Friedrich Nansen, qui a donc les passeports Nansen, pour ceux qui connaissent, diplomate norvégien et haut commissaire aux réfugiés, le Premier ministre grec Venizelos, Léon Bourgeois, ou encore le président de l'université de la Sorbonne à l'époque, Paul Appel. Un réseau transnational, c'est aussi une équipe et un état d'esprit. Alors là, tu peux avancer, pardon. Voilà. Encore, voilà. Un état d'esprit. Entre 1907 et 1912, et on va en reparler, Butler développe sa théorie qu'il intitule « L'esprit international », selon lequel les relations entre les États, vus tous à égalité, sont perçues en termes de coopération pour faire progresser la civilisation. La civilisation, il faut le prendre dans le sens de modernité, et cette modernisation de la société repose sur 2 piliers, l'économie et l'éducation. C'est un réseau, donc, c'est aussi un réseau transatlantique. Là, l'explication va de soi, du fait même des origines d'Andrew Carnegie, des 2 bureaux de Washington et de Paris, des multiples nationalités des membres des comités et la formation, j'insiste, germano-française des dirigeants Carnegie. Tous les hommes que je vous ai présentés tout à l'heure ont fait leurs études soit en France, soit en Allemagne et parlaient couramment allemand. Butler, notamment, avait un allemand absolument impeccable. Lorsqu'il se rend en Autriche, il n'a pas besoin d'interprète et pendant toute la Première Guerre mondiale, il maintient en allemand une correspondance avec des universitaires et des intellectuels allemands. Donc un va-et-vient constant s'établit sur les 2 rives de l'Atlantique. Ce double caractère de transnational et transatlantique se reflète dans une série de programmes et un champ d'activité aussi multiple que varié, tout en demeurant concentré sur la paix, à promouvoir par le droit international, qui est encore une fois l'outil, et l'éducation, c'est-à-dire l'accès à la connaissance par le livre pour prévenir les conflits. Et maintenant, je voudrais donc terminer avec 5 réalisations symboliques des activités de la dotation. On a beaucoup parlé tout à l'heure de concepts. On s'est déjà posé les questions. Comment mesurer ce que la dotation a réalisé ou n'a pas réalisé? Quels ont éventuellement été ses échecs? Mais pour ce soir, je voudrais être un petit peu optimiste et positive. Je voudrais donc vous parler des réalisations concrètes. La première, effectivement,
c'est ce réseau fantastique de bibliothèques, plus de 3000, donc 2500 de langue anglaise, qui reflète donc l'esprit de Andrew Carnegie, qui est indispensable pour comprendre en fait le fonctionnement de cette dotation, c'est son intérêt pour l'éducation à l'âge adulte. C'est un concept beaucoup plus anglo-saxon que français ou latin, mais il y a cette idée que la lecture est absolument indispensable à l'âge adulte. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait avec Internet aujourd'hui, je ne sais pas comment il aurait... Mais on peut un petit peu faire un corollaire ici. Deuxième réalisation concrète, c'est évidemment le Palais de la Haye, inauguré en 1913 et qui s'accompagne ensuite du développement de l'enseignement du droit international. C'est l'ouverture de l'Académie de droit international de la Haye en 1923. Et on peut recenser jusqu'à 62 nationalités différentes. Ce sont des conférences organisées entre Washington et la Haye, ce sont des échanges de professeurs de droit international, ce sont de bourses, etc., etc. Aujourd'hui, bien sûr, ce palais existe toujours, c'est le siège de la Cour permanente d'arbitrage. C'est évidemment aussi et toujours le siège d'une bibliothèque. Autre réalisation, les Balkans. Ça, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai travaillé sur les Balkans pendant de nombreuses années, et c'est notamment ce rapport des Balkans dont on a déjà un petit peu parlé, qui est fondamentalement innovateur. Ce rapport établit et définit pour la première fois dans l'histoire, ou à peu près, le statut du civil en temps de guerre. Il définit ses droits comme ses devoirs. Et ce rapport, donc quand on parle du civil, on parle de la femme, de l'enfant, de la personne âgée, mais aussi des prisonniers de guerre, des torturés, des personnes déplacées. Donc ce rapport a mis sur la scène internationale ce que représente le civil en temps de guerre, le droit des gens. Et je fais une petite parenthèse avant, quand je vous ai parlé de la naissance du palais de la Haye, il résulte d'une conversation qui a été faite en 1899, après la première conférence de la Haye, une conversation entre un Américain et un Russe. Fedor von Martins, avocat international russe, Andrew White, diplomate américain. On est avant la création de la dotation, cela s'entend bien, mais de cette conversation est né le palais de la Haye. Ce qui est un petit peu ironique aujourd'hui quand on pense aux relations russo-américaines, mais à l'époque, on voit bien comment il y avait cette volonté d'avoir un lieu où puissent se rassembler les gens qui discutent de la paix et comment la mettre en place à travers donc, le développement du droit international. Enfin, donc le rapport des Balkans, pour la première fois, établit le statut du civil en temps de guerre. On a déjà parlé de Justin Godard qui a fait c'est ce que moi j'appelle le deuxième rapport des Balkans. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les archives, il est intitulé comme quel. Il y a le rapport de 1914 et puis il y a le rapport de 21. Et l'un suit l'autre. Et quand on suit la correspondance de Destournel de Constant, c'est vraiment le tome 2 de celui de 1914. Là, les archives sont extrêmement claires. Autre réalisation, donc, le programme de reconstruction après-guerre. On a parlé tout à l'heure de Louvain. Louvain n'était pas un exemple unique. Je reviens là, moi, j'appelle beaucoup plus ça une triple opération, puisqu'il s'agit de la reconstruction de Belgrade, Louvain et Reims, 3 villes qui ont été choisies par la dotation Carnegie, grâce notamment à l'influence, elle est très nette, de Destournel. Reims, c'est très clair. Destournel de Constant se rend à Reims pendant la guerre. Il a des descriptions magnifiques de cette cathédrale qui touchent Butler. Si la dotation choisit Reims, c'est grâce à cette correspondance. Belgrade, là, c'est un petit peu différent. C'est en raison des liens du réseau, encore une fois, qui existait entre Butler, des professeurs d'université à Columbia, dont notamment Mikhail Edorsky-Pupin, qui était quand même assez connu, un diplomate qui représentait d'abord la Serbie aux États-Unis et ensuite la Yougoslavie, et qui avait un lien avec Nicolas Murray Butler. Et Louvain est une autre opération. Louvain est une opération beaucoup plus large parce que c'est un pool d'universités américaines qui se sont mis d'accord pour financer la reconstruction de Louvain. Mais si on regarde encore une fois les archives, je ne dirais pas que c'est un plan Marshall de l'éducation, parce que ce n'est pas présenté de cette façon. Mais c'est quand même cet esprit est là. Et il y avait une dimension européenne.
dans ce programme de reconstruction. Hormis les 3 bibliothèques, il y a un village modèle, Farnier, 100 km au nord de Paris, dont les bâtiments qui ont été construits à l'époque, toujours orientés autour de cette vie communautaire, donc une école, une bibliothèque, des bains, une poste, un hôpital, enfin au dispensaire, sont construits autour d'un square qui est rond. Et si vous regardez les photos de Farnier aujourd'hui, les bâtiments construits par Carnegie existent toujours. Et ce choix de Farnier a été dû à Justin Godard. Enfin, et dernier, là aussi on a beaucoup parlé de ça cet après-midi, une nouvelle écriture de l'histoire. Et c'est donc là vraiment cette fantastique encyclopédie sur l'histoire de la Première Guerre mondiale vue sous l'angle exclusivement économique et social, cette magnifique réussite de James Shotwell, dont je vous présente ici, tout en haut, donc c'est la collection allemande, en bas c'est la collection française. Les titres que j'ai choisis, c'est pour vous montrer la diversité des sujets abordés. On a des études de villes pendant la guerre et après la guerre. On a évidemment un des ouvrages phares pour nous ici en France, l'ouvrage de Pierre Renouvin. En ce qui concerne l'Autriche-Hongrie, c'est pour vous montrer... On s'attendrait à un ouvrage sur le nationalisme ou les nationalités. Non, c'est l'économie. En ce qui concerne la Russie, encore une fois, l'éducation. Donc, puisque vous avez compris, je l'ai déjà dit et répété, l'idée de cette conférence est aussi de mettre en avant les archives de la dotation Carnegie, les archives qui concernent cette immense collection qui préfigure les annales. Encore une fois, je cite Katharina Ritzler ici ce soir, puisqu'elle fait le lien entre les annales et cette collection, c'est absolument évident. Sauf qu'encore une fois, le projet a démarré en 1911 à une conférence d'économistes à Berne, a vaguement démarré avant 1914 et ensuite prend cette impulsion extraordinaire en 1919, puis en 1921, sous l'impulsion vraiment, je l'appelle notre ami parce que je crois qu'il va dominer toute cette conférence, James Shotwell. Voilà, alors je vous remercie, je n'irai pas plus loin. L'idée, c'était de vous montrer un peu un support visuel à notre propos. Maintenant, nos interlocuteurs notre panel va débattre d'un certain nombre de thèmes. Je les citerai un petit peu dans le désordre, on ne va pas forcément les aborder comme ceci. Donc, les mutations des relations internationales autour de la Grande Guerre. Comment est-ce que la Grande Guerre change la perception des relations internationales? La dotation, évidemment, comme un acteur non gouvernemental, à la croisée de son État américain et de l'internationalisme, et participant au règlement de la guerre. L'internationalisme, internationalisme libéral, internationalisme culturel, évidemment, avec l'éducation. Et évidemment, la philanthropie. La philanthropie comme vecteur et outil d'une nouvelle diplomatie informelle et multilatérale, avec son prolongement, c'est pour ça que notre ami Joanne Chapoutot est tout à fait indispensable, avec ce prolongement dans l'entre-deux-guerres et avec toute cette dimension allemande dont nous avons déjà parlé et qui effectivement est une carte maîtresse dans le réseau Carnegie. Voilà, alors je pense qu'on peut commencer peut-être, est-ce que chacun des intervenants a quelque chose à dire par rapport soit au diaporama, soit par rapport au thème que j'ai suggéré. Je vous remercie de votre attention. Oui, je pense que je peux commencer. Je voudrais peut-être avancer une hypothèse ou pour aider la discussion de la dotation Carnegie dans une grande tragédie. La Grande Guerre a été la plus grande tragédie de l'histoire du monde jusqu'à la date de 1914. Et je voudrais ajouter que la conférence de la paix et le système qui a suivi était une deuxième tragédie. Une tragédie qui était fondée sur une myopie, sur une incompréhension que la guerre, comme une institution des hommes, des femmes, des sociétés, a muté, a fragmenté, a changé
pendant la guerre, peut-être à cause de la révolution russe, que nous n'avons pas discuté de tout, mais pour les autres raisons. Je voudrais dire qu'entre 1914 et 1924, il y avait une transformation totale en ce qui concerne qu'est-ce que c'est la guerre. Et c'est très difficile de juger les hommes pour cette myopie, qu'ils n'ont pas pu comprendre la plus grande révolution de leur vie. Je ne juge pas. Je pense que tout le monde ici peut faire les mêmes erreurs parce que les dimensions de la Grande Guerre étaient si gigantesques, horribles, incompréhensibles, que l'idée de reconstruire un système de relations internationales ou une renaissance libérale était, on peut comprendre, mais on peut dire c'était utopique. Et utopique d'une manière qu'ils n'ont pas compris. Je voudrais dire que l'incompréhension a resté sur 3 niveaux. Je ne suis pas un grand admirateur de Woodrow Wilson, mais il n'était pas le seul qui était aveugle. Et je donne 3 contradictions qui peuvent expliquer mon hypothèse que la dotation Carnegie était parmi un monde des aveugles en 1919, à Paris et après. La première, c'était, je pense que c'était vraiment une vague d'opinion publique, pas seulement les savants, sur l'idée d'autodétermination, self-determination. C'est la phrase de Wilson qui était populaire. Même en Angleterre, c'était populaire. Et vous savez qu'il y a un grand problème en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que c'est l'autodétermination aujourd'hui? En 1919, ils ont pensé, il y a une grande foule qui a accueilli Wilson pour ça. Pourquoi c'était utopique ou peut-être un piège? Parce qu'ils ont pensé que l'idée de self-determination est parfaitement possible et nécessaire pour la Pologne et pour Autriche peut-être, mais pas pour les Noirs et pas pour les jaunes et pas pour tout le monde hors de l'Europe. Wilson était un homme du sud d'Amérique. Et il y avait des moments qu'on peut voir dans les discussions qu'il était choqué qu'il y avait un Égyptien qui a voulu le self-determination, Zaghloul. Il y avait un Vietnamien qui a pris le nom de Ho Chi Minh après, qui a voulu le self-determination. Il n'a pas compris que les idées libéraux américains ont besoin d'une traduction dans les nouvelles conditions de violence de la Grande Guerre et on peut dire, de grand problème des pouvoirs impériaux qui étaient plus grands et plus puissants après la guerre et plus, je pense, limités après cette coule de sang et aussi coule de trésors de 4 ans. Puis, autodétermination, en 1919, était une partie du système international après la guerre et c'était une illusion totale. On peut dire que le mouvement transnational anticolonial a commencé avec Woodrow Wilson. C'est extraordinaire. Et ce n'est pas seulement chez les colonies. Il y a une grande collection à Columbia. Je suis un graduate de Columbia. Je suis fier d'être ça. Sur un homme avec le nom merveilleux de Wellington Koo. Il était le 2e dans la délégation chinoise à Versailles, ici à Paris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Wilson a pensé sur self-determination, mais il avait un petit problème avec les Japonais. Les Japonais ont voulu, comment dit-on, concession allemande de Shandong. C'est la province de Confucius. Il y avait 150 000 ouvriers qui étaient envoyés de Shandong pour aider. Et les Chinois ont dit, self-determination, c'est Shandong pour nous.
Mais les Japonais avaient des autres raisons, je n'ai pas le temps d'expliquer, brillantes. Dans leur diplomatie, on dit non, je pense que notre contribution de la guerre était plus importante. Et Wilson a dit oui pour éviter un grand problème avec les Japonais. Et qu'est-ce qui s'est passé à Wellington Coup? Il a fait une grande lettre, cable, à ses maîtres à Beijing, et il n'a pas reçu une réponse pour 4 jours. Et pourquoi il n'a pas reçu une réponse? C'est parce que les étudiants chinois à Beijing ont reçu cette décision sur self-determination japonais à Shandong, et ils ont brûlé le centre de télégraphe, aussi une grande partie de centre européen à Beijing, et ils sont entrés dans un stade et ils ont créé le mouvement de 4 mai. Qu'est-ce que c'est? C'est le premier pas du Parti communiste chinois. Woodrow Wilson était le parrain du Parti communiste chinois. Et ils n'ont pas oublié ça jusqu'à ce jour. Je dois dire, un des événements de centenaire de la Grande Guerre, c'était de voir leur vision sur 1919 et le système créé. Autodétermination était un absolu désastre. Et j'en suis sûr qu'on peut voir plein de mouvements coloniaux qui ont commencé là. C'est un fait que tous les grands savants, ce n'est pas seulement la dotation Carnegie, ils n'ont pas reconnu. Le deuxième siège, c'était leur haine du bolchevisme. Je pense que c'est important. Aussi, Wilson était au centre. Il a dû retourner aux États-Unis pour présenter le State of the Union message. C'est une chose qu'il a inventée lui-même. Et c'était un calendrier absolument impossible pour les hommes à Versailles. Impossible. Toutes les décisions qu'ils ont dû faire chaque jour, c'est écrasant. Puis, il a dû prendre un taxi, un chemin de fer, le bateau George Washington, un train ou quelque chose pour arriver à Washington. Aucun temps, il a dû sortir à 11 heures. Qu'est-ce que c'est? 11 heures, immédiat, il se met debout et une main de Winston Churchill, une partie de délégats britanniques, a dit Monsieur Wilson, est-ce que vous avez plusieurs minutes? Nous n'avons pas discuté la question de la révolution russe. Et Wilson a dit vous avez 20 minutes. Et pour 20 minutes, ils ont discuté qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et le résultat était que Churchill a demandé à un petit comité de discuter la possibilité d'envoyer des soldats en Russie pour aider les Blancs. Wilson a dit, c'est pas mon idée, mais vous savez bien que les hommes qui notent les résultats d'un comité décident la réalité, et il y a écrit le comité a décidé de former une mission pour envoyer les soldats en Russie. C'était ça. Quelle sorte de système international était possible sans les Russes? Et je voudrais ajouter une deuxième dimension de cette analyse d'aveuglement de tous les hommes, inclus la dotation Carnegie, de ça. La guerre n'est pas finie en 11 novembre. C'était une illusion. Nous avons participé, il y a plusieurs mois, dans une cérémonie de cette illusion. Le monde était en feu, de Finlande jusqu'à la Turquie, et commençant aussi en Maroc, qui est le commencement de la guerre de Rif, et une grande révolte aussi en Irlande qui a commencé en 1916. L'idée que la paix a commencé en 1918, c'était absolument ridicule, et en Russie en particulier. Tous les grands pouvoirs ont envoyé les soldats en Russie pour faire tomber le régime bolchevique. C'est un piège. C'est un piège que tout le monde a reconnu en 1945. C'est absolument ridicule de penser, à cause du fait qu'on déteste les dirigeants et le mouvement, qu'il peut être exclu. Mais pour moi, ce n'est pas le centre. Le centre de mon
hypothèse sur l'aveuglement de 1919, c'est le fait que la guerre de 14-18 a changé un petit peu pendant, mais bien sûr, immédiat après, à une guerre contre les civils. Et c'est ça qui était le point d'intervention de Herbert Hoover. Et il y avait, et vous avez raison de dire, entre 1912 et 1913, il y avait une pré-histoire de la Grande Guerre dans les Balkans. C'est absolument vrai. Mais personne n'a pas établi les droits des civils après novembre 18. Il y avait entre 18 et 24, 11 millions de civils qui ont péri à cause de combats, à cause de la plus grande épidémie de malaria du monde et toutes les autres épidémies, et à cause de famine, de faim, plus que la Grande Guerre. La deuxième Grande Guerre, si on peut utiliser ça, était une dégénération de la guerre parce que c'était une guerre contre les civils. Les premiers pogroms qui ont anticipé le mouvement nazi étaient en 18 novembre 1918 à Lvov, à Lemberg, l'ancienne. Il n'y a aucune chose comme ça avant la chute de l'Empire. Mais avec cette chaos total après la chute des empires, il y avait un changement de qu'est-ce que c'est une guerre. Et je pense que l'aveuglement de tous les hommes qui étaient ici à Paris pendant la période de construction de la paix et le système de relations internationales a commencé là. Et le troisième moment, je voudrais dire, parce que la loi est importante, bien sûr, le droit international est important, la Deuxième Grande Guerre était finie par la légalisation en droit international de nettoyage ethnique. C'est choquant et c'est à cause, je pense, de Fridtjof Nansen lui-même. Le grand humanitaire est arrivé dans la discussion du traité de Lausanne en novembre, le 1er décembre 23, de dire la seule façon de résoudre le problème entre les Grecs et les Turcs, c'était l'expulsion forcée. 1 million Grecs. Qu'est-ce que c'est grec? Et c'est aussi absolument bizarre. C'est religion. C'est pas la langue, c'est pas l'ethnicité, c'est la religion. Définie nationalité. En 23, il y avait un moment que le droit international, et c'est encore là, a décidé que la guerre et la paix est une question qui est basée sur les civils qui sont les otages par les millions. C'est plusieurs mois avant le putsch de Hitler et ses amis, mais je voudrais dire que le troisième piège de la période de construction du système des relations internationales, c'est le fait que ce mélange idéologique, toxique et nouvelle d'une guerre contre le judéo-bolchevisme était construit immédiat après la guerre. Immédiat après. Nous avons des grandes études en Pologne et en Ukraine sur ça. On peut dater ça, c'est novembre, décembre 18 et 19. Et de créer un système libéral dans un monde polarisé par la Grande Guerre était quixotique, si on peut dire ça en bon français, où pour moi c'est absolument fou. Et je dois dire de temps en temps que je vois les grands espoirs, je comprends totalement, je partage leurs valeurs, mais je dis moi-même, si j'étais avec eux, je serais aussi aveugle. Parce que cette explosion qui s'appelle la Grande Guerre n'était pas du tout simple de dégager du temps. Mais ils ont anticipé que 1919 sera 1815. Mais non, bien sûr, les Allemands n'étaient pas à table, ils n'étaient pas là. Et les Russes n'étaient pas là. C'est un moment que je voudrais dire. Les hommes de dotation Carnegie étaient positivistes, ils étaient rationalistes au moment le moins rationnel du siècle.
Et je dois dire que de penser sur le jugement de leur contribution, leurs effets, leur succès, que j'accepte entièrement, doit être encadré dans une histoire d'une tragédie que nous ne sommes pas tous conscients. Chaque 11 novembre, pensez sur la myopie de ça. Bien sûr, le 11 novembre était essentiel pour libérer les soldats britanniques, les Américains, les Canadiens et tout ça, mais ce n'est pas une libération du monde, c'est un enfer qui a commencé. Et dans l'enfer, le droit international n'existe pas. Merci bien. Oui, l'intervention de Jay Winter me rassure parce que j'avais le triste privilège de devoir apporter des critiques aux libéraux que sont libéraux internationalistes et hommes des Lumières que sont les hommes de la dotation Carnegie en représentant, triste privilège, la voix des nazis après Gramsci que Ludovic Tournès a évoqué tout à l'heure. Je devais parler d'autres grands ennemis de ces gens-là. Mais là, ce que montre très bien Jay Winter, c'est que promouvoir et assurer la promotion donc, des Lumières dans un monde en feu est particulièrement difficile. Créer un ordre libéral, international, philanthropique et juste dans un monde aussi polarisé, aussi radicalisé que celui de la Première Guerre mondiale et de ses suites, relevait de la gageure. Alors, les Lumières, justement, moi j'y ai beaucoup pensé cet après-midi en pensant à Montesquieu et aux lettres persanes. Parce qu'il me semblait être un de ces persans qui se promenaient dans un royaume inconnu dont je voyais à la fois les charmes et puis les curiosités, puisque je viens d'une spécialité qui est autre. Je n'ai pas étudié les relations internationales à travers des archives civilisées, mais à travers le regard que pouvaient porter sur ces relations internationales les nazis, justement. Qui était fortement opposé, évidemment, à la tradition des Lumières et à tout ce que la Fondation Carnegie propose, c'est-à-dire, dans la logique des Lumières, une initiative individuelle pour promouvoir, par la philanthropie et par les échanges internationaux et le cosmopolitisme, la paix, le bannissement de la guerre et la promotion de l'humanité. Et c'est sur tous ces points-là que les nazis, dès les années 20, qui sont très au courant de ce qui se passe du point de vue international, ce que font Stresemann et Briand pour la diplomatie officielle, les projets de Pan-Europa, les projets d'État mondial, les projets de paix perpétuelle et évidemment les actions des fondations philanthropiques américaines. Ils sont très au courant de cela. Ils en contestent de manière radicale. Et c'est pour cela que leur voix est importante et que leur discours mérite d'être étudié. C'est parce qu'il a eu des effets de réel ô combien tragiques. Ils en opèrent donc une critique radicale à chaque fois. La philanthropie, d'abord. Qu'est-ce que c'est que la philanthropie? Parce que, donc, anthropos en grec, aimer l'homme, aimer les hommes, aimer l'humanité. Qu'est-ce que peut être la philanthropie dans un univers mental et dans un univers de valeurs où vous n'accréditez pas l'existence de l'humanité, où l'humanité n'existe pas? Lorsqu'on est un raciste convaincu et polygéniste, dans le cas des nazis, on considère qu'il n'y a pas une humanité issue d'une seule souche, mais diverses humanités, ou diverses, à vrai dire, espèces animales qui sont autant étrangères les unes aux autres que les véritables espèces animales. Les races sont étrangères radicalement les unes aux autres. Il ne peut y avoir de philanthropie parce qu'il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'anthropos. Donc ça, c'est une réfutation dirimante, radicale de l'entreprise de la Fondation Carnegie, entre autres. L'internationalisme, promouvoir l'internationalisme n'a aucun sens dans la mesure où on considère que les nations n'existent pas, que les seules réalités tangibles sont d'ordre biologique, ce sont des peuples, c'est-à-dire des races. D'ailleurs, de manière assez significative, en allemand, on ne parle pas de droit international, on parle de Völkerrecht. C'est une traduction littérale du latin Jus Gentium, le droit des peuples. Sauf que, là encore, les nazis, qui sont des littéralistes assez peu dotés de distance et de sens de l'humour, ont une lecture radicale de la chose qui consiste à dire qu'il y a un Völkerrecht, parce que la seule réalité qui soit, dans les relations dites internationales, ce sont les Völker, c'est-à-dire les peuples. Les peuples, c'est-à-dire, là encore,
les races. Donc une réfutation radicale de l'internationalisme. Le cosmopolitisme, que nous avons bien vu représenté par les Carnegie Men, qui avaient des formations internationales, qui étaient habitués au maniement des langues et au commerce pacifique entre les pays et les cultures. Le cosmopolitisme, là encore, c'est comme la philanthropie. Le cosmopolitisme repose sur l'idée d'une humanité une, principalement, qui doit ensuite se rejoindre dans un ordre politique commun, la cosmopolis précisément, la cité universelle. Tout cela n'a aucun sens, évidemment, puisque n'existent que, encore une fois, des races qui sont, comme des espèces animales, en lutte biologique pour leur survie, à l'exclusion de toute alliance possible et de tout ordre possible qui s'imposerait à elles. L'idée d'une cosmopolis, d'une cité universelle, d'un cosmos réunissant l'humanité, bien qu'il ait été promu par Kant au XVIIIe siècle, Kant que les nazis revendiquent comme étant membre de la famille des génies germaniques, mais sur le détail duquel on ne se penche pas trop, parce que le contenu concret de sa philosophie est parfaitement inemployable. Alors on célèbre Kant comme étant un génie germanique, 1700 cm3 de cerveau tout de même, contre nos pauvres 1300 à nous. Et on le célèbre également comme étant le flambeau du génie germanique à l'Est, l'homme de Königsberg, l'homme qui conquiert les terres de l'Est. Mais encore une fois, on ne s'appesantit pas trop sur son cosmopolitisme, justement, ni sur son humanisme. Tout cela devant aboutir à la promotion de la paix et au bannissement de la guerre. Et ça, c'est quelque chose que les nazis, dès les années 20, ils ne sont pas les seuls. D'ailleurs, il y a d'autres individualités, d'autres mouvements à la droite du spectre politique allemand et à l'extrême droite de ce spectre politique qui réfutent cette idée de paix. Jay Winter le disait très bien à l'instant, la guerre ne termine certainement pas en 1918, c'est un fait, mais c'est aussi un fait subjectif, parfaitement intégré, vécu, et de manière ô combien intense, voire incandescente, par certains Allemands, nombreux, qui considèrent que l'armistice de Rotonde, comme ô combien le traité de Versailles, ne sont pas des actes de paix, ne sont pas des traités de paix, armistice ou traité de paix, mais sont la continuation de la guerre par d'autres moyens. Des moyens juridiques et politiques qui visent à détruire l'Allemagne. Ça, c'est une conception obsidionale du monde et de l'histoire qui est défendue par les nazis, qui, encore une fois, dans les années 20 et 30, s'attarde beaucoup sur le droit international contemporain, sur ce qu'il représente et sur ce qu'il signifie. La paix, celle de Versailles, celle de Genève, n'est qu'une guerre continuée pour détruire définitivement l'Allemagne. La Première Guerre mondiale a été ce moment qui a visé à détruire politiquement et militairement l'Allemagne, disent-ils, mais aussi biologiquement, avec cette guerre contre les civils qu'a représenté le blocus. Le blocus pour l'Allemagne, c'est 700 000 morts, 1 million de morts si l'on compte également la partie allemande de l'Empire austro-hongrois, la future Autriche, qui apparaît en novembre 1918. 1 million de morts germaniques, donc, selon les nazis, dus à cette guerre contre les civils, guerre d'extermination biologique. Eh bien, cette guerre-là, à leurs yeux, se poursuit par les armes du droit international, de tout ce que les Wilsoniens, mais aussi les fondations privées veulent promouvoir, c'est-à-dire un ordre international qui, au fond, à leurs yeux, aux yeux des nazis, vise à étouffer l'Allemagne, à la rendre non viable, lebensunfähig, non viable, incapable de vivre, incapable de survivre, par plusieurs dispositions. Premièrement, l'interdiction de l'Anschluss, qui, malgré la décision du Conseil national autrichien, qui, le 12 novembre 1918, vote son rattachement à l'Allemagne, et par ailleurs par toutes les dispositions du traité de Versailles qui réduisent le territoire, qui internationalisent les voies d'eau et qui privent les Allemands de leur brevet, fierté de la science et de la technologie. Donc tout est fait pour rendre l'Allemagne lebensunfähig, non viable, et de ce point de vue-là, les Carnegie Men participent pleinement de ce monde-là qui vise à étouffer et à détruire, là encore, non seulement militairement et politiquement, mais aussi biologiquement l'Allemagne. C'est pour ça qu'il est important de revenir sur cet univers mental-là, sur ces catégories, sur cette lecture des choses, parce que tout cela informe, au sens de donne forme à, une politique
qui est, dès 1933, évidemment, le fait de quitter la SDN et de rompre avec tous les usages des relations internationales civilisées telles qu'ils ont été promus et pratiqués dans les années 1920. On quitte la SDN, on refuse le désarmement, et par ailleurs, on considère tout traité international comme un vulgaire chiffon de papier qui ne sert qu'à gagner du temps, mais certainement pas à conclure un ordre durable. C'est pour ça, j'en reviens à Montesquieu et aux lettres persanes tout à l'heure, parce que je suis habitué à des colloques où l'on parle de violence à l'Est, où l'on parle de Shoah, où l'on parle de systèmes concentrationnaires, on parle de police, on parle d'ordre policier et d'État illibéral. Et là, je me trouvais dans un autre royaume, celui des Lumières, celui qui a été porteur d'une utopie, d'une volonté, mais aussi d'actes réels et concrets. Jay Winter parlait tout à l'heure de Hoover, qui a concrètement sauvé des vies. Ces hommes-là étaient considérés par les nazis comme étant des ennemis radicaux de l'Allemagne, des lois de la nature et de la biologie. Et c'est à ce titre qu'ils ont été férocement insultés, critiqués, combattus, et c'est à ce titre également que leur œuvre, à partir de 1933, a été radicalement niée. Je vous remercie. Et puis je crois que maintenant on va passer la parole peut-être à Andrew Barros. Merci, merci à Nadine surtout pour tout le travail que tu as fait pour organiser tout ça. Je vais recouper ou faire une espèce de compliment à certaines choses qui viennent d'être évoquées, surtout par Jay Winter. J'aimerais parler d'abord de quelle était vraiment la philosophie, les objectifs de la dotation, quelles étaient les conséquences organisationnelles, institutionnelles, comme on dit en architecture, form dictates function. Et puis, je vais brièvement parler certains des personnages et surtout ce qui était pris pour acquis pour comprendre ou faire tenter de comprendre, de faire un meilleur bilan de quels étaient les succès, qu'est-ce qui est raisonnable à dire comme succès, qu'est-ce qui est raisonnable de dire comme défaite, comme échec. Alors, d'abord, écoute, c'est une organisation unique pour toutes sortes de raisons, mais pour moi, ce qui est le plus frappant, c'est Carnegie lui-même. Une des rares interventions qu'il fait auprès du conseil d'administration en 1915, il y a une crise en Chine, il y a une terrible tragédie. La dotation est le conseil d'administration est en train de penser à peut-être faire un don, d'envoyer de l'aide face à cette situation de crise humanitaire. Carnegie lui-même rentre, il dit non. Rappel à l'ordre. J'ai créé cette institution pour mettre fin à la guerre. Et la vision qui existe, au moins à cette époque-là, c'est la guerre, c'est comme une opération contre le cancer. Il faut comprendre, faire des dépistages, développer des médicaments, des techniques pour vraiment éradiquer le problème. Alors, des difficultés ponctuelles, des guerres, des conflits, etc., c'est une chose. Mais le cœur de l'opération, c'est ça. Et donc, la recherche, la réflexion intellectuelle, la méthodologie de bibliographie, d'experts, d'études, etc., est au cœur de l'opération. Les moyens, les programmes, la publicité, tous les autres implications, efforts, campagnes que la dotation va s'impliquer dedans, c'est les tactiques pour finalement déployer cette connaissance pour arriver à l'objectif. Et si vous regardez l'organisation en 3 divisions, vous avez un peu la philosophie, la démocratie, le droit international et la division qui s'appelle Intercourse and Education, c'est vraiment de faire évoluer l'opinion publique mais aussi l'évolution des élites. OK. Donc ces 2 premiers groupes, droit international, économie et histoire, sont les moteurs point de vue recherche. Et le métaphore que j'utiliserai pour leur vision de ces 2 approches, c'est bricks and mortar. Le droit international sont des briques,
Mais la société est clé pour qu'ils se tiennent. Et pour avoir ça, il faut faire une éducation de eux en fonction de l'économie et de l'histoire. Parce que c'est l'économie et l'histoire qui expliquent la nature de la guerre. C'est l'équivalent de la recherche moléculaire ou biologique pour comprendre le cancer. Jusqu'en 1914, je dirais octobre, novembre 1914, c'est l'économie qui prime. C'est par l'économie qu'on va comprendre pourquoi les guerres arrivent, et surtout les arrêter, parce que ce n'est pas logique de dépenser beaucoup d'argent sur une guerre. Il faut faire comprendre ça aux gens, et comme ça, on va l'arrêter. En novembre, et je vais en parler demain, en novembre 1914, et Shotwell est absolument clé là-dedans, on change totalement de virage. Même avant que l'ampleur de la guerre qui vient d'être déclenchée commence à se faire comprendre. L'idée, c'est que c'est l'histoire qui prime l'économie, c'est que l'histoire qui peut expliquer la totalité de ces types de conflits modernes, et donc peut faire la comptabilité complète de ce désastre pour avoir donc finalement un message qui va peser, changer et influencer davantage le public. Beaucoup de ces idées, il me semble, restent des constants pour notre période. Et que ce soit bien poursuivi ou mal poursuivi dans l'entre-deux-guerres, selon les moments, les périodes, les dossiers, ça c'est, à mon avis, le moteur rapido-rapide de l'organisation. Qu'est-ce qui est pris pour acquis là-dedans, qui aurait dû être questionné, soit au courant de la guerre et surtout après? Premièrement, la puissance de l'opinion publique. L'idée qu'il y a une vérité à découvrir et communiquer. Pas plusieurs, mais une seule. Et cette une seule vérité est au service de notre cause. Il n'y en a pas d'autres vraies histoires de ce qui s'est passé. Que la puissance du livre, de l'éducation et surtout des manuels scolaires. Et surtout des manuels scolaires d'histoire, au cœur des problèmes qui sont exposés en 14, à soutenir et défendre, et ça, c'est une idéologie, une approche formidable, et qui est toujours présente avec nous, à l'UNESCO et ailleurs. Et finalement, l'idée que les spécialistes peuvent décortiquer comme une maladie physique une condition humaine ou de société. Ces pris pour acquis tout au courant de l'entre-deux-guerres n'en sont pas vraiment questionnés. Et moi, je dirais, surtout, parce que là, c'est un autre grand enjeu, à tel point est-ce que cette vision est internationaliste et à tel point est-ce que la manière dont c'est articulé est américaine. Là aussi, il y a toute une série d'enjeux. Mais prenons juste ces hommes clés en 1917. Jusque-là, 14-17, la critique, c'est que les Européennes, qu'on a collaboré avec jusqu'à 14, sont en guerre. Donc c'est vraiment que nous qui peut être objectifs maintenant, de l'autre côté de l'Atlantique. En 17, ils rentrent en guerre, la dotation rentre en guerre, sans problème, comme la division des socialistes en Europe en 14, comme toutes sortes d'autres groupes. Si vous regardez la lettre de tête de la dotation Carnegie de 1917, ça change. Qu'est-ce qui est ajouté? 3 mots. Peace through victory. De la dotation Carnegie. Tout d'un coup, on est derrière la guerre et on joue sur Peace without victory de Wilson. Qu'est-ce que Shotwell est en train de faire en 17? Oui, il fait partie de l'enquête, de l'inquiry, il est impliqué pour toutes sortes d'autres choses. Parmi ses responsabilités, ce Canadien d'une famille Quaker, donc la paix, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, il n'y a rien de plus personnel. Il travaille à la tête, chef du National Board for Historical Service, un groupe bénévole, qui font des conférences, des publications partout aux États-Unis dans une opération de mobilisation du public derrière l'effort de guerre. Parmi leurs publications, il y a ce qu'ils appellent un War Issues Course,
petit pamphlet. Peut-être un des plus grands historiens des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, David Kennedy à Stanford, parle de ce pamphlet comme étant de la propagande de haine. Qui est en tête de cette opération en 17? C'est la même personne qui va à des réunions de l'enquête sur établir la paix. C'est la même personne qui, plus tard dans la journée, est à la dotation Carnegie ou son bureau à Columbia. Jamais leur capacité de rentrer dans le conflit cause une remise en question des problèmes, de la difficulté de ce qu'ils ont à confronter. Scott Brown, Shotwell et d'autres sont polyvalents, point de vue identité, point de vue carrière. Ils sont importants parce qu'ils représentent parfaitement le système qui est en train de prendre forme. Et ils circulent souvent, ils sont dans le gouvernement, dans la dotation au même moment, ils ont encore d'autres responsabilités. Il y a un incroyable, un réseau sans précédent qui est en train de se construire. Ça fait une des très, très grandes forces de la dotation. Mais jamais beaucoup des autres, prêts pour acquis de cette idéologie, vont être testés par cet réseau. Il n'y a jamais un bilan de leurs efforts dans un contexte académique et historique. Ce qui est quand même choquant. Et donc, ça pose la question de quelles sont les victoires, comment juger une organisation comme ça. C'est un peu l'argument avec la SDN. Mais est-ce que c'est la faute de la SDN qu'on a eu la Deuxième Guerre mondiale? C'est la faute des membres qui ont fait l'SDN? C'est la faute des deux? C'est la même question qui se pose pour l'ONU aujourd'hui. C'est un problème. Qu'est-ce qui est raisonnable à demander? Où se trouve leur partie de cette histoire? Je pense qu'il y a des succès. Il y a certains succès qu'on a entendu parler d'eux. Kellogg-Briand est très important pour des juristes à Yale récemment et ailleurs. Pour nous, les historiens, on est peut-être un peu moins convaincus, pour être poli. Ça varie. Mais c'est clair qu'il y a des choses qui se sont passées qui étaient positives dans le sens que c'était pour le meilleur, même si, sur le fond, il n'y a rien qui a arrêté la Deuxième Guerre mondiale. Sur le point de vue des succès moins connus, mais qui n'ont pas changé la grande évolution de l'histoire, il y a une histoire des traités de Locarno à écrire, parce que Shotwell est totalement là-dedans et totalement méconnu. Pourquoi? Et là, je suis moitié canadien. Je pense qu'il répond un peu à la stéréotype des Canadiens. Il était modeste, il était un bon diplomate. Ses mémoires disent absolument rien du tout de ce qu'il a fait toute sa vie. Et même dans ses papiers privés, pour des problèmes de classement, etc., on n'est pas toujours au courant de tout ce qui se passe. Ce qui me pousse à ouvrir un petit parenthèse méthodologique, et heureusement beaucoup d'entre vous déjà le pratiquent, mais ça me semble important à souligner. On ne peut pas faire cette histoire sans bien répondre à la nature du problème. On a un système qui vient d'arriver, qui est les États, les organisations qui découlent des traités de paix à titre international, et puis on a ce qui est effectivement des ONG, qui soient philanthropiques ou pas. On ne peut pas faire cette histoire sans faire les archives des États, les papiers privés, des organisations comme l'SDN, etc., et Carnegie, les papiers privés, etc. C'est impossible. Parce que, pour moi, au cœur de l'étude de la dotation Carnegie, c'est de comprendre le système. C'est une voie sous-exploitée de comprendre ce système qui n'a jamais vraiment existé avant et qui est toujours avec nous aujourd'hui. Si on se plaint de la fin du système de libre internationalisme, etc., ben, c'est une autre raison pour laquelle on commence vraiment à faire attention à ce qui s'est passé à la dotation Carnegie dans l'entre-deux-guerres. Je ferme la parenthèse. Pour revenir, qu'est-ce qui est raisonnable à demander de Carnegie? Qu'est-ce qui était quand même les succès qu'ils ont eus? D'abord, il y a la temporalité. La dotation Carnegie est toujours au travail. Et parce qu'on n'a pas les archives récentes, c'est difficile à dire, mais je ne pense pas qu'ils sont responsables pour une désintégration du monde.
C'est plutôt une question comme la Croix-Rouge et pour d'autres, à tel point est-ce qu'ils ont fait une différence. Pour la période de l'entre-deux-guerres, cette même dynamique s'impose. Et je pense que oui, il y a des succès importants à souligner, il y a des idées, mais c'est surtout sa capacité, ses succès au courant de la période, de garder certaines approches intactes pour faire une renaissance après. Certains aspects de l'ordre libéral international ont plus de chances ou ils vont faire une voyage moins difficile et ressortir en 1945, souvent peut-être face au même type de problèmes et des défis, et surtout en manquant toujours une auto-évaluation. Mais la dotation, pour ça, a été formidable. Les personnages sont en partie une raison pour tout cela. Le meilleur exemple, c'est Shotwell et la planification de l'après-guerre aux États-Unis. Et donc, à mon avis, l'intérêt qu'on a pour la dotation, c'est moins, même s'il y a toutes sortes de choses très importantes, et là, je suis peut-être un peu méchant face à toi, Nadine, mais c'est beaucoup plus comme outil pour étudier le système plutôt que d'étudier le sujet en tant que tel. Ça, c'est ma vision des choses. Merci. Alors, je pense que maintenant, on va donner la parole un peu à Ludovic. Merci. Alors, je vais être assez rapide si on veut avoir un petit peu de temps pour discuter quand même. Je voudrais juste peut-être rebondir sur 3 points qui ont été abordés là au cours des interventions précédentes. Le premier, c'est sur la notion de système international, et je crois que ça, c'est vraiment important pour l'auditoire, parce que finalement, aujourd'hui, on a un système international qui est constitué, à défaut d'être cohérent, mais en tout cas avec, disons, une multiplicité d'institutions, de mécanismes. Mais tout ça n'existe pas en 1918, ou en tout cas, c'est vraiment, au début, c'est assez informe, plus qu'informel. Et donc, vraiment, l'organisation, enfin, ce qui se passe en 1918, les négociations et puis la création d'un système international qui comprend la Société des Nations, l'Organisation internationale du travail, la Cour permanente internationale de justice, enfin, la Cour permanente de justice internationale, tout ça, c'est une nouveauté et ça participe d'une vision, enfin d'une volonté d'organisation du système international qui est extrêmement importante. Alors, effectivement, on peut débattre de savoir si ça a réussi ou pas, étant donné la suite de l'histoire qui est le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, mais je pense que ça nous entraînerait trop loin si on débattait de ça aujourd'hui. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, la philanthropie et la dotation Carnegie s'inscrit dans tout un ensemble d'acteurs qui entendent apporter leur pierre à la structuration de ce système international pour effectivement arriver à une paix, si ce n'est perpétuelle, en tout cas éviter les guerres futures et puis organiser donc, ce système de manière rationnelle. Et je crois qu'effectivement le terme rationnel est extrêmement important, même si, comme le disait Jay Winter, on a une situation qui est tout sauf rationnelle en 1918. Et c'est vrai que le véritable drame de l'entre-deux-guerres, c'est cette volonté d'organiser un système et finalement l'aboutissement du processus avec la Deuxième Guerre mondiale. Le rôle spécifique de la philanthropie là-dedans, là je reprends un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, mais c'est vrai qu'on a des gens qui veulent contribuer à organiser rationnellement ce système, et qui, d'une certaine façon, et c'est pour ça que je parlais d'apprenti sorcier par rapport à la dotation Carnegie, sans forcément le vouloir, mais en tout cas, un des résultats de leurs actions, c'est peut-être de le désorganiser un petit peu plus. Mais ça, c'est pas seulement dû à la philanthropie américaine, c'est aussi dû à la place des États-Unis, qui est une place en fait majeure dès 1918, mais une place qui est à la fois majeure et qui en même temps se veut en dehors du système. Et en fait, les États-Unis ont une place telle après 1918 que quoi qu'ils fassent, qu'ils soient dans ou en dehors du système, en fait, tout ce qu'ils font a des conséquences sur ce système. Et là, le fait de vouloir rester en dehors, finalement, peut-être le perturbe un petit peu plus qu'autre chose. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur la question des Lumières. J'étais très intéressé par ce que disait Johan, parce qu'effectivement, là aussi, ces philanthropes américains, dont la dotation Carnegie est un exemple, ce sont des gens qui se conçoivent comme les héritiers des Lumières. Et je crois que là, il y a vraiment... c'est très, très... D'ailleurs, si on regarde du côté de la Fondation Rockefeller, on a vraiment cette idée que ces gens se considèrent comme des marchands de lumière. Et là, je reprends une expression de Raymond Fosdick.
le président de la Fondation Rockefeller. Donc tous ces gens-là ont la certitude de finalement reprendre le flambeau de la civilisation où finalement, là où l'Europe vient de s'abîmer en 1918, s'abîmer avec un accent circonflexe. Et donc, ils ont vraiment, il y a le sentiment d'un passage de témoin entre l'Europe et les États-Unis, et eux se conçoivent comme les avant-gardes de cet héritage des Lumières dont ils sont désormais porteurs. Alors évidemment, là, et cet héritage des Lumières se veut évidemment internationaliste. Et là, bon, il est internationaliste, bien sûr, mais c'est quelque chose dont on a discuté aussi tout à l'heure dans les différentes interventions. Il est internationaliste, mais il a évidemment une très très forte couleur américaine. Et là, la dimension internationaliste et nationaliste sont complètement inextricables. C'est pour ça que le débat de savoir, consistant à savoir si ces philanthropes font vraiment le bien-être de l'humanité ou si c'est juste des impérialistes américains déguisés, finalement, n'a pas lieu d'être parce que c'est effectivement les deux de manière complètement inextricable. Ce sont des gens qui prétendent incarner le bien-être de l'humanité et le futur de l'humanité, mais ce futur doit évidemment être pour eux, sans aucun doute possible, en grande partie de couleur américaine, ça c'est absolument évident. Donc, alors on pourrait évidemment débattre un petit peu plus sur cette question, mais je voulais mentionner ce point. Et puis, le troisième point, c'est leur façon de faire, et on en a parlé un petit peu, Nadine en a évoqué certains points tout à l'heure dans sa présentation. Les fondations, la Carnegie comme d'autres, ce sont des organisations qui ont une puissance financière relativement forte, mais finalement très faible par rapport au budget des États. Donc il ne faut pas surestimer, on a souvent tendance, et là on reprend aussi les interprétations gramsciennes qui ont tendance à surestimer leur pouvoir. Elles ont du pouvoir, mais il n'est quand même pas si grand que ça. Mais pour moi, leur véritable force, c'est dans ce que j'appelle leur activisme relationnel. Parce que là, on a des organisations, la Carnegie en est un exemple, la Rockefeller en est un autre, mais il y en a plein d'autres. Leur force réside dans leur capacité à créer des réseaux, à s'insérer dans des réseaux existants, à les étendre et finalement à prendre... Les philanthropes sont des gens qui ne sont pas très bons pour inventer des choses, pour créer des idées, mais ils sont très bons pour les faire circuler. La grande majorité de ce sont des go-between fondamentalement, et ce sont des gens qui passent leur temps. Alors, dans l'entre-deux-guerres, c'est en bateau ou en train, puisque l'avion est encore très peu répandu. C'est pour ça que ce sont des graphomanes. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas d'écrire, ils ont des correspondances absolument gigantesques. Ils passent leur temps à voyager, à rencontrer des gens, et donc à essayer de mettre des gens en contact pour pousser des idées, celles qu'ils défendent et dont on a parlé tout à l'heure. Donc cet activisme relationnel, je crois qu'il est tout à fait important. Et c'est là aussi où il est difficile à évaluer ce résultat concret, si on cherche vraiment des résultats concrets. Parce qu'évidemment, il y a des choses qui peuvent aboutir, mais c'est souvent difficile de savoir si vraiment tout ça a eu des issues ou pas. Alors, il y en a quand même, hein, mais je voulais vraiment souligner ce point-là parce que c'est cette idée de monde interdépendant en plus sur laquelle ils insistent beaucoup. Et ce sont des gens qui croient fondamentalement en la négociation, en la discussion, et c'est en créant des liens finalement qu'on va prévenir les guerres futures. Alors évidemment, la suite de l'histoire montre que c'était pas forcément... je ne sais pas si c'était une bonne idée, en tout cas que ça n'a pas forcément très bien marché, mais c'est un élément tout à fait important de leur façon de faire. Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça qu'ils procèdent. Hein. Si vous regardez le modus operandi de la Fondation Carnegie, des fondations Carnegie début du XXe siècle et de la Fondation Gates aujourd'hui, c'est le même. C'est exactement la même chose. Hein. De ce point de vue-là, il y a une permanence extrêmement forte de cet ethos philanthropique, au moins de ce point de vue-là. Voilà, je m'arrête ici. Merci. Je pense que maintenant, il serait bon de donner la parole au public. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui. Oh là. Oui, la question que je me pose en ayant entendu ce que vous avez dit beaucoup de choses, mais en particulier sur l'idée donc de supprimer la guerre,
l'histoire humaine, en quelque sorte. Ça s'appuie finalement sur quel... C'est ça ma question, elle est un peu naïve, Joël Cordive, parce que je n'ai pas étudié la question moi-même, mais je voudrais savoir sur quelle base philosophique on peut s'appuyer, étant donné que la guerre est tout de même un phénomène présent dans toute l'histoire de l'humanité depuis ses débuts. On en a les traces historiques, et puis il est encore présent aujourd'hui dans le monde actuel, même de façon... Alors, comment peut-on construire une théorie, une idée avec une praxis correspondante? Sur quelle base philosophique pour dire, oui, nous... on a décidé d'éradiquer la guerre, et voilà comment on va s'y prendre et pourquoi ça va marcher. C'est surtout ça. Pourquoi ça va marcher? Qu'est-ce qui permet de dire qu'on va y arriver? Je ne sais pas si je suis le seul qui a lu tous les 130 tomes de l'histoire économique et sociale de la guerre, mais il veut convaincre les fonctionnaires que la guerre est stupide, irrationnelle et un gaspillage total. Et chacun qui a écrit son histoire sociale ou économique a montré que toutes les fautes de son pays étaient la responsabilité de quelqu'un d'autre, pas lui-même, parce que les auteurs étaient responsables pour l'alimentation, pour les villes, pour logement, quelque chose comme ça. C'est une éducation des fonctionnaires d'être une force de pression contre la guerre, parce que cette guerre était si destructive qu'on ne peut pas imaginer une autre. C'est une chose extraordinaire. C'est le plus grand projet collectif depuis les Égyptiens. Je pense, c'est 130, quoi, c'est 137, j'ai oublié. Alors, honnêtement, c'est intéressant, je reviens toujours sur mon idée de creuser les archives. En fait, les chiffres varient. On tourne autour de 300 monographies, mais qui se répartissent sur environ... Certains volumes ont 2 ou 3 monographies. Donc, c'est pour ça, notamment les villes. Je montrais tout à l'heure la ville de Marseille. Le volume est extrêmement mince, mais s'insère dans plusieurs villes qui sont traitées. Donc, il y a eu très peu d'articles. À ma connaissance, il n'y en a pas plus de 6 ou 7 qui ont été écrits sur l'histoire de cette série. Et c'est pour ça que c'est certainement un projet de recherche. Et les chiffres, honnêtement, d'une publication à l'autre varient. Donc, communément est accepté le chiffre d'environ 150 volumes et environ 300 monographies. Je crois que c'est à peu près réaliste. Si vous voulez les voir, vous allez à la Butler Library. Nous y sommes allés avec Jennifer il n'y a pas très longtemps. Et c'est à peu près un mur entier donc, de volumes. Et c'est le seul endroit, à ma connaissance, où toute la collection est réunie. Donc, je ne sais pas. Maintenant, pour revenir sur votre question de la guerre, je pense que c'est surtout plusieurs éléments dont il faut tenir compte. Je ne parlerai pas d'une philosophie. Je pense d'ailleurs que ce slogan, parce qu'on le retrouve dans qui que ce soit qui publie sur Carnegie ou qui que ce soit qui veut parler de Carnegie, commence par cette citation « Eradicate the war from the face of the earth ». Enfin, je ne me rappelle plus les termes exacts, mais visiblement, il a écrit, il a dit, il l'a écrit, c'est repris dans toutes les études sur la dotation ou sur les biographies de Carnegie. Je n'ai pas l'explication, mais je pense qu'il y a encore une fois plusieurs éléments. Je pense, n'oublions pas, je revenais sur ce contexte de la guerre civile américaine. Et les horreurs de la guerre civile américaine ont certainement marqué tous ces hommes, toute cette équipe. Je vous ai dit, nés ou grandis dans le contexte de la guerre civile. Les boucheries de Gettysburg, c'est quand même pas une vue de l'esprit. D'autre côté, on a la guerre de 70, et puis après, justement, on aura la Première Guerre mondiale. Donc, il y a ça, quand même, en arrière-fond. Ensuite, il y a la modernisation de l'armée, des moyens militaires, que ce soit l'aviation, les sous-marins, les armes à répétition, etc. Donc, il y a une sorte peut-être de peur aussi vis-à-vis de ça. Et puis, il y a le pragmatisme. La guerre ne rapporte pas. Il ne faut pas oublier. En fait, ils se rendent compte, ça c'est dans les études, elle rapporte, mais elle coûte plus. Elle rapporte peut-être comme ça, à travers certaines opérations, mais en fait, le coût de la guerre est beaucoup plus élevé que s'il n'y avait pas de guerre.
Donc c'est pour ça, c'est dit. Et puis c'est aussi, puisqu'on évoque ça depuis le début de cet après-midi, c'est Carnegie Mellon. Moi, je pense que chacun a un petit peu une optique différente, que ce soit celle du Root ou celle de Shotwell ou celle de Destondel de Constant. Il faut les nuancer les uns après les autres. C'est pour ça aussi que je voulais tellement organiser ce colloque, c'est que pour essayer de nuancer un peu les propos de chacun. Mais je n'utiliserai pas le terme de philosophie. D'autant plus, alors quand c'est très très clair dans le rapport des Balkans, là on ne parle plus du tout d'éradiquer la guerre, mais on parle de l'organiser. Justement, on arrive à le droit international, quel rôle il peut jouer pour réguler la guerre. Et ça, c'est pas seulement éradiquer la guerre de la Terre, enfin de la face de la Terre, mais c'est aussi organiser ses règles suivant un droit international. Ça relève un peu l'utopie, hein, ça, je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même cette idée qu'on peut réguler la guerre. Et ça, c'est quand même, le terme, on le trouve dans les correspondances, dans les publications. Donc, je n'irai pas jusqu'à utiliser le mot philosophie, mais j'essaierai de faire entrer différents éléments pour aboutir peut-être à une analyse plus juste. Mais bon, éradiquer la guerre, Carnegie l'a dit, c'est évident. Simplement, il faut nuancer, je pense, son propos. Oui. Juste un ou deux éléments en plus. Alors, par rapport effectivement à ce que tu as dit sur le coût de la guerre, Carnegie est un homme d'affaires. Hein. Il fait partie de ceux qui considèrent que la guerre est une destruction de richesse. Et il n'est pas le seul à penser ça. Donc, dans les pacifistes, et en particulier chez les Américains, il y a toute une mouvance de businessmen qui sont pacifistes parce que la guerre coûte cher. Et d'ailleurs, Carnegie était un des chefs de file aussi du mouvement anti-impérialiste aux États-Unis, qui considérait que les États-Unis n'avaient que faire de se constituer un empire colonial, non pas parce que ça leur apporterait pas de la gloire, mais parce que ça leur coûterait plus cher que ça leur rapporterait. Donc ça, il y a cet élément-là. Et puis quand même, il y a une dimension philosophique quelque part, parce qu'il y a l'élément de droit international, il est très important pour des gens comme Root et pour la tendance légaliste d'une manière générale de l'internationalisme américain. Ce sont des gens qui veulent établir un droit international, c'est-à-dire subordonner les États à la loi et subordonner l'affrontement entre les peuples à l'arbitrage obligatoire. Donc, et là, ça c'est typiquement américain, c'est la loi qui est au-dessus de tout. La loi est au-dessus du pouvoir politique. Et donc on peut, si jamais on arrive à établir une loi, un droit international, d'où l'importance mise par les gens de la Carnegie sur la Cour permanente de justice internationale, qui est un organe juridique, qui, selon eux, a le pouvoir de réguler ça et de terminer éventuellement les guerres. Bon, ils se sont trompés, mais ça c'est un autre problème. Je crois qu'il y a quand même un événement qu'il faut citer à propos de ce que vous venez de dire sur la guerre qui devrait être interdite. C'est le pacte Briand-Kellogg qui a mis la guerre hors la loi et qui a été donc une implication des États-Unis. Tout à fait dans la lignée de la SDN. La SDN qui n'avait pas été ratifiée, dont le Sénat américain n'a pas voulu. Mais par la suite, donc, il y a eu le pacte Briand-Kellogg qui a repris les grandes orientations de la SDN et qui a été la première implication des États-Unis, justement, pour revenir dans l'esprit de la SDN dont le Sénat américain n'avait pas voulu. Oui. Pardon. Alors, en fait, on a parlé effectivement un petit peu du pacte Briand-Kellogg tout à l'heure. C'est pas tout à fait exact de dire que c'est la première intervention des États-Unis et ils respectent pas en fait tellement l'esprit de la SDN. En fait, c'est plutôt une manière de contourner la SDN par le dessus. Hein. Donc, mais ceci dit, vous avez tout à fait raison d'insister dessus parce que, comme on disait d'ailleurs tout à l'heure, il y a des interprétations divergentes à propos du pacte Briand-Kellogg. Si on le voit en tant qu'historien, on a un petit texte de 2 articles dont tout le monde s'est fichu très vite et qui est complètement et qui a été oublié très très rapidement, qui est parti dans les tourbillons des années 30, mais effectivement, il pose un certain nombre de choses, pour les juristes en particulier, et il pose cette idée que la guerre est un crime international, et effectivement, ça a une postérité évidemment tout à fait importante, et donc à ce titre-là, c'est tout à fait important de le signaler. Oui.
D'ailleurs, pour poursuivre avec ce que vient de dire Ludovic, il y a cette idée que la responsabilité de guerre est aussi un élément novateur que les gens de chez Carnegie aiment mettre en avant à plusieurs reprises. Avec Stéphane, on l'a vu à de nombreuses reprises. Il y a cette distinction qu'ils font pendant la Première Guerre mondiale, en tout cas dans cette correspondance entre Butler et Destournel. J'aime bien un petit peu peut-être sortir des Carnegie Men d'une façon générale, mais voir un peu pour chacun, comment chacun pensait. Et dans le cas de Butler et Destournel, à plusieurs reprises, ils font la différence entre le peuple allemand et les dirigeants allemands. Déjà, dans leur correspondance, on trouve l'idée qu'il faut traduire le Kaiser devant un tribunal international, mais il ne faut pas accuser, ou il ne faut surtout certainement pas faire porter une responsabilité au peuple allemand. Donc cette notion de responsabilité de guerre fait partie de leurs préoccupations, enfin en tout cas de ces deux hommes-là, c'est une préoccupation qu'on trouve. Juste un seul mot ici. Une des fleuves qui est arrivé à Kellogg-Briand, c'est le mouvement des anciens combattants français, pacifistes. Je pense que dans toutes nos discussions, il y a un seul soldat de la Grande Guerre qui a travaillé pour la dotation Carnegie, c'est vrai? C'est-à-dire aux années 20, immédiat après, est-ce qu'il y avait un doughboy qui est devenu un membre? La voix des anciens combattants était si forte parce que qui a su qu'est-ce que c'est la guerre plus que ces hommes, ces gueules cassées, ces hommes damagés. Et je pense que c'est ça. Briand a parlé avec une voix des anciens combattants français, pas du tout le même dans les autres pays, bien sûr, mais on oublie que c'est René Cassin lui-même qui a construit le mouvement des anciens combattants, long avant qu'il ait écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Kellogg-Briand, pour lui, c'était un moment très important entre l'expérience pacifiste des anciens combattants et l'établissement des droits universels. Vous avez souligné l'importance de l'éducation et évidemment la révision des manuels scolaires après la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait dans le cadre de Carnegie, je connais très mal, mais il y avait l'Institut international de coopération intellectuelle où ils ont fait un grand travail à ce sujet. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y avait une collaboration entre les institutions à ce sujet? Absolument. Shotwell siège au niveau national aux États-Unis de l'Institut de coopération intellectuelle et plus tard au niveau international. Il y a une importante correspondance entre les deux. L'établissement de la résolution Casares qui va déclencher une espèce de système un peu comme la défense des minorités, où on peut faire une plainte contre une certaine manuel qui va finalement être traité à niveau national, et si la personne n'est pas contente, on peut faire appel à l'Institut de coopération intellectuelle. Il n'y a pas, comme le système de la protection des minorités, il n'y a pas de vrai pouvoir d'intervenir contre l'État, mais au moins une procédure, il y a une vue de l'extérieur de la question pour tenter de mettre la pression pour améliorer la qualité ou l'honnêteté à propos de surtout des faits historiques très controversés, et ça pour calmer des nationalismes plus extrêmes. Et c'est parfaitement en ligne avec l'idéologie, les efforts. La dotation donne de l'aide technique et financière. Il donne des publications, des copies des publications pour être distribuées par eux. Il y a toutes sortes de collaborations largement informelles, mais tout le monde est plus ou moins sur la même page. Et l'homme clé, je dirais, dans ce processus de ce qu'ils appellent plus tard désarmement moral. Il faut désarmer la volonté d'aller à la guerre, de mettre fin à des armes, c'est une chose, mais si l'homme veut toujours se battre, on aura un retour à des conflits, ils vont reproduire des armes. Alors là, les manuels scolaires sont extrêmement importants. Et l'homme clé, et on voit que ça devient un calcul pas simplement de la dotation, mais des États. Parce que
lors de la grande réunion sur la conférence mondiale de désarmement en 1932, pour la première fois, vous avez, parmi les comités qui sont établis, vous avez une comité de désarmement moral, comme un autre comité pour traiter les avions de chasse, etc. Et qui siège comme membre de la délégation française là-dessus, c'est René Cassin. Et qui, à Londres, au courant de la Deuxième Guerre mondiale, a cette instance qui est créée pour regrouper des ministres d'éducation alliés pour commencer à songer sur comment est-ce qu'on va refaire le système d'éducation dans les années 45, ben, il y a Cassin. Et Cassin, c'est l'homme clé au moment clé qui dit il ne faut pas simplement faire ça, il faut quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus mondial. Et ça, c'est finalement UNESCO. Donc, il y a toutes sortes de liens entre instances, périodes, personnel et produits de la dotation Carnegie dans cette histoire d'évolution de ces idées. C'est absolument capital. Juste pour signaler une chose, ce programme de révision des manuels scolaires, il a précisément continué après la guerre, enfin, a été repris à partir du début des années 50, précisément dans le cadre de l'UNESCO. Oui, une question très courte. Comment s'explique le fait que histoire et économie se retrouvent ensemble dans une division de la Fondation? C'est une très bonne question. Ce qui est pris pour acquis, c'est si vous faites une étude du cancer, il faut des biologistes, des gens en chimie. Si vous voulez comprendre la guerre, il faut des économistes et des historiens. Ça venait de soi. Oui, tout à l'heure, je vous ai entendu parler de désarmement moral. Or, moi, j'ai été informé des idées et de la mobilisation de la jeunesse occidentale contre le péril rouge communiste, d'un mouvement qui s'appelait le réarmement moral. Et dans ma jeunesse grenobloise, donc à l'extérieur de Notre-Dame, qui était le collège catholique le plus coté de Grenoble, on nous avait exposé les thèses de ce mouvement, le réarmement moral de la jeunesse occidentale, pour justement faire face au péril rouge de l'Union soviétique et de ses États satellites. Je reviens sur la notion fondamentale que vous avez développée, que la guerre était toujours trop chère, qui est donc à la base de, si j'ai bien compris, de la pensée. Alors évidemment, c'est assez logique, et je comprends que le point de vue d'homme d'affaires les conduise tout droit à cette vision des choses. Et si on regarde naturellement les guerres mondiales, les deux guerres mondiales, on voit ce que ça a coûté, la guerre américaine, enfin la guerre de sécession. Vous avez dit guerre civile, je crois. Oui, c'est pareil. Oui. Aussi, je suppose, bien que, enfin, je devine, bien que je ne connaisse pas, mais est-ce que c'est absolument vrai dans tous les cas? J'en suis pas persuadé, parce que je vais vous donner deux exemples. La guerre que les Turcs ont menée contre les Arméniens, je pense, leur a été plutôt profitable. Et j'ai un autre exemple. Alors, je ne sais pas s'il va vous paraître insupportable, mais je dirais quand même que les États-Unis d'Amérique se sont constitués par les guerres menées contre les nations indiennes. Et j'aurais plutôt l'idée que c'est une guerre qui a finalement été très profitable, si on se place la perspective des vainqueurs. Oui, mais dans le contexte, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais dans le contexte de Carnegie, c'était en fonction d'un système d'économie. Dans le
dans les deux cas que vous évoquez, les massacres arméniens, c'était simplement, ils ont éradiqué, enfin ils ont essayé de supprimer. Il n'y avait pas une notion de profit qui se dégageait. Non, d'accord. Il y a, comment on peut mesurer les facettes positives et négatives de la guerre? C'est une longue question parce qu'il y a plein de questions sur l'investissement qui n'étaient pas faits dans toutes sortes d'industries à cause du fait qu'on utilise les armes une fois pour tuer l'ennemi, et après ça, il n'y avait pas une deuxième dimension de développement économique. C'est une longue... vous avez raison, c'est encore en débat entre les économistes, mais on peut dire, pour un industriel comme Carnegie et un Écossais avec son enfance, on peut dire, religieuse, il n'y avait pas un doute. Un monde civilisé face aux Perses, qui sont peut-être des hommes qui font la guerre différemment, la guerre est irrationnelle. Et je pense que c'est ça qui est la chose la plus importante. S'ils sont des enfants des Lumières, c'est parce qu'ils avaient une foi en raison. Il y a une raison dans le monde. Et si on peut donner aux autres cette idée de la raison, on peut arriver. Et la guerre n'a pas une raison. Il a une force physique, il a une langue de sang. Et ce n'est pas la raison. Et je pense que vous avez raison, mais ce n'est pas du tout le problème que Carnegie lui-même a posé. Je peux ajouter une petite chose. Là, vous parlez, entre guillemets, si je puis dire, de guerre localisée. Carnegie, lui, c'est la paix internationale dans un monde complètement indépendant. Donc on parle de types de conflits différents. Et là, effectivement, le raisonnement, il est différent. Mais je pense qu'effectivement, pour lui, les conflits que vous évoquez, d'abord, le conflit entre les États-Unis et les Indiens, pour lui, c'est tout à fait en dehors de son champ de vision. Et puis, le conflit arménien, bon voilà, plutôt le génocide arménien, c'est encore tout à fait autre chose. Les Anglais ont mené aux Écossais, il n'y a jamais réfléchi. Ah mais j'en sais rien, moi je suis pas dans la tête de Carnegie. Si vous voulez, c'était la guerre, il prenait pas au cas par cas. Et puis il faut pas oublier, il y a le corollaire. Éradiquer la guerre, je pense que c'est franchement plus un slogan, encore qu'il était peut-être convaincu. Mais sinon, n'oubliez pas non plus, il y avait cet autre volet de l'organiser suivant des règles de droit international. Responsabilité de guerre, droit du civil en temps de guerre. Il y a tout ce volet-là qu'il essayait d'amener à travers le développement du droit international. Et c'est l'idée d'une société qui serait effectivement régie par ce droit international, qui se situerait au-dessus. Là, si je fais référence d'ailleurs à des écrits qu'on trouve, c'est à la fois un discours d'Eliu-Root et des écrits de Butler. Il y avait cette idée qui peut paraître aujourd'hui un peu, évidemment, utopiste. L'idée, c'est que le pouvoir exécutif à l'échelle planétaire appartiendrait à l'opinion publique mondiale éduquée, éclairée. Le pouvoir législatif appartiendrait à une assemblée, quelque chose qui tiendrait de la Société des Nations ou de l'ONU. Et le pouvoir judiciaire appartiendrait à des instances internationales. Alors là, par contre, Eliu-Root le dit noir sur blanc, qui serait installé à La Haye. Donc c'était un petit peu ça leur idée. Donc je ne pense pas qu'ils pensaient à des cas précis, à des guerres précises. C'était quelque chose d'un peu plus large, un ordre international, qui serait effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, l'outil, c'est le droit. L'acteur, c'est le civil. Le concept, c'est la paix internationale. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le voir. C'est sans jugement. C'est simplement, on essaie de reconstituer ce que cette équipe et cette organisation a essayé de faire passer comme message. Mais c'est ça. De nos hôtes et la maison Heinrich Heine, on va devoir clore ce panel. Merci beaucoup pour votre participation et merci à tous les intervenants présents au nom des organisateurs.